La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR BP Go Business Club où l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes très très heureux de vous accueillir à nouveau dans ce bel écrin Polaris ici pour ce magazine avec une émission qui sera particulière ce mois-ci. On a envie très souvent de donner vraiment un coup de projecteur appuyé sur les entreprises qui boostent notre territoire d'un point de vue économique, bien évidemment. Elles seront deux à venir expliquer leur parcours, leur réussite, mais aussi une très belle actualité qui s'est déroulée pour ces entreprises bretonnes, présentes les 18 et 19 janvier dernier. C'était à l'Élysée, 120 objets exposés pour la grande exposition du fabriqué en France. On aura l'occasion de parler d'une très belle réussite à Domalin, non loin de Combourg. Il s'agit de Deltador. C'est une histoire créée en 1970 par Monique et Joël Renaud. Nous accueillerons son directeur général dans un instant. Il a plein de choses à nous dire. Il s'agit de Frédéric Kurdzian. Mais avant cela, qui ne connaît pas ces fameuses gavottes? Vraiment, cette crêpe dentelle, Locmaria. Il va nous expliquer aussi comment il est arrivé un jour en Bretagne, après un véritable tour de France, pour essayer de créer, de racheter une entreprise. Aujourd'hui, c'est un groupe mondialement connu, les Gavottes, faisant partie du groupe Galapagos. Je vous demande d'accueillir vraiment son représentant, Christian Taccard. Merci beaucoup, Christian, de cette présence ce soir. Une présence à l'Élysée, ça ne se refuse pas. C'était l'exposition vraiment du Made in France. Y amener quand même les gavottes, ça a une saveur particulière? Ça croustille. C'est le premier mot auquel je pense. Oui, non, mais je dirais que c'est vrai qu'il y a un gros travail qui a été fait, mais qui remonte à 1920 avec les gavottes. Cette particularité de la crêpe dentelle et le travail qui est fait avec toutes les équipes depuis ces années de mettre en avant le produit. Et gérer la particularité donc, de l'événement qui s'est passé il y a une quinzaine de jours, c'est-à-dire d'être sélectionné parmi 120 entreprises françaises. Et donc on a représenté bien sûr avant tout les Côtes-d'Armor et la Bretagne. Et oui, c'est une certaine fierté, et c'est une fierté pour l'ensemble du personnel, parce que se retrouver dans le salon de réception de l'Élysée en étant exposé, oui. On se dit quel parcours, et puis grosse satisfaction aussi pour votre personnel, 700 personnes, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ces gavottes qui sont créées fin des années 90. Vous n'êtes pas breton, mais vous êtes arrivé vraiment un jour en Bretagne en faisant un stop parmi tant d'autres à Quimper, dans le fameux quartier de Locmaria. Alors, la première fois que je suis venu en Bretagne avec Marie, c'était à Perros-Guirec. Et la deuxième fois, de Granit Rose. Voilà. Et la deuxième fois, c'était à Dinan. Alors, je m'en rappelle particulièrement. C'était un vendredi matin, le 1er décembre, pour venir acheter des gavottes en gros. Et en sortant, j'ai proposé au responsable de l'entreprise de lui racheter les gavottes. Et donc, on m'a pris un peu pour un fou. Mais j'ai toujours un souvenir. Et en même temps, le souvenir, il est gravé parce que c'est à la Gravelle où on a manifesté il y a quelques années ensemble pour l'écotaxe. Et je me suis arrêté au parking de la Gravelle pour dire à Marie, voilà, j'avais un vieux Radiocom 2000, en disant j'ai trouvé ce que je voulais, on va racheter les gavottes. Elle me dit ah bon, c'est à vendre? J'ai dit non, mais on va la racheter l'usine. Ça vaut combien? J'ai dit c'est pas grave, on va la racheter. Et on est parti, donc fin 90, avec cette idée de Galapagos. Galapagos, c'est un ensemble de petites îles avec des spécificités, faune, flore d'espèces, Darwin. Et nous, dans l'esprit, c'était Galapagos, un ensemble de petites sociétés qui chacune d'elles ont une spécialité ou une spécificité composée de femmes et d'hommes.
Voilà, en tout cas, et pour la réussite que l'on connaît aujourd'hui. Alors, vous avez face à vous des personnes qui vont vous questionner. Merci à Eric Chalambelval. Merci en tout cas à vous, PDG SAS de la Feuille d'Érable. Merci à Laure Quatrebeu pour la fondation de l'Université de Rennes 1, Maurice Bourrigaud, directeur général de la BPGO, qui posera la seconde question. Et la première question, mon camarade de jeu aussi, Hervé Lejeune, délégué général de l'UE 35. On avait donné une thématique pour les deux débats des tables rondes. Fier d'être chef d'entreprise breton. Eh bien, vous lancez tout de suite la première question économique de cette première partie. Il y a un sujet qui... Christian, tu as dit que tes produits croustillaient et craquaient. C'est inévitablement un produit important et tout repose dans le secret de la recette et dans la recette. Le secret de la recette, tu l'as mis en fait sous ton matelas, dans le coffre-fort. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un secret particulier que l'on tait à ses concurrents potentiels? La recette, c'est peut-être d'une part le passé et d'autre part l'avenir, c'est-à-dire d'anticiper qu'est-ce qu'on peut faire avec quelque chose d'original. Et je dirais la recette par elle-même, c'est des produits, des ingrédients qui sont naturels, des ingrédients qui sont simples. Alors, il y a tout un processus entre le pâtissier, entre la cuisson, entre la mise en œuvre du produit. Mais je dirais avant tout, la recette, c'est l'envie de porter le produit au plus loin possible. Et simplement par rapport à ça, donc moi j'étais tellement convaincu de la qualité du produit de Gavotte, 90-91, c'est que je suis parti à la conquête des États-Unis en 91 et j'étais sûr qu'on allait m'acheter des Gavottes. Et je suis revenu déçu au bout de 3 jours parce que je n'avais pas anticipé que certes, notre produit, on a un bon produit, quelque chose d'unique, mais il faut adapter, je dirais, par rapport peut-être à la couleur du pays, non pas à la recette, mais au niveau des méthodes de vente du pays. Voilà, donc je dirais que je ne vais pas en dire plus sur la recette, parce que avant tout, c'est pas dans un coffre-fort, mais c'est nulle part ailleurs. C'est comme le process de l'enroulement de la crème dentelle n'est même plus déposé parce qu'on ne souhaite pas que ça soit déposé. Parce que si c'était déposé, on pourrait aller rechercher une similitude d'enroulement du process de la Gavotte. Maurice. Restons dans les secrets. Et je suis sûr que les États-Unis, c'est un rêve concret. Le DUF raconte une extraordinaire histoire en Amérique du Nord, donc je suis sûr que c'est aussi un stimulant. Dans les secrets, il y a l'écosystème. Est-ce qu'on peut connaître l'écosystème de Christian Taccard? Exemple, première société créée avec son épouse. Aujourd'hui, une histoire qui s'écrit avec ses enfants. Et puis, l'écosystème, c'est des partenariats. Alors, il y a des partenaires, premier rang, deuxième rang, peu importe. Il y a des vrais partenaires, des fournisseurs, des produits de base, etc. Il y a des banquiers, etc. C'est quoi l'écosystème de Christian Taccard? Qu'est-ce qui est le plus important pour Christian Taccard dans son écosystème? Je pense que c'est la fidélité. C'est-à-dire que on est parti, je dirais, avec un rêve. Et alors, si vous voulez, je peux vous renvoyer un petit peu l'image. Moi, je me rappelle toujours la première fois que je suis rentré dans une banque, pour ne pas la nommer, c'était la Banque Populaire de la rue de Vesoul, à Besançon, pour demander un prêt. Mais je crois que ça, c'était à Besançon. Et lorsqu'on est venu en Bretagne, je dirais qu'on a eu l'occasion aussi, après, d'être accompagné avec le Crédit Agricole ou avec Arkea. Et je dirais que voilà, c'est avec nos partenaires, c'est de décrire un petit peu ce que l'on a envie de faire, comment on va le faire, et de s'engager toujours à être très transparent par rapport à ce qu'on fait. Et avec nos fournisseurs, c'est de la même augure, c'est-à-dire les fournisseurs et le personnel. C'est-à-dire que quand vous pouvez faire quelque chose, vous leur dites quand est-ce que je pourrais le faire, où je vais aller, de manière à ce que il n'y ait pas de doute, d'incertitude par rapport à des silences ou à pas de lisibilité. Et je pense qu'une de nos forces, c'est un petit peu ça. Il y a des fois, on se prend des portes, on se prend des râteaux. Mais comme on a expliqué auparavant qu'on prenait un risque, donc on sait expliquer le pourquoi, du comment, de la non-réussite du moment présent. Laure, nouvelle question. Maurice a parlé d'une histoire qui s'écrit en famille. Comment vous avez anticipé justement cette transmission et comment vous avez réussi à associer toute la famille à ce projet? Alors, c'est une très très bonne question, comme toutes les questions, mais je pense qu'il y a une chose.
qu'on essaye d'anticiper pour ces enfants, mais on a complètement faux sur le sujet. C'est-à-dire que ce que moi j'ai imaginé à un moment donné ne se passe pas de la même manière. Et je pense que la vie est ainsi faite, hein, et c'est surtout bien aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir se remettre en cause et je dirais être à l'écoute, être patient, parce que bon, moi j'ai mon caractère à moi, j'ai ma vitesse de fonctionnement à moi. Mais c'est vrai que toute la famille était baignée un petit peu dans l'histoire des gavottes, parce que moi j'ai toujours dit à Aurélie et à Jérôme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie, mais gavotte c'est une pépite. C'est voilà. Alors entre-temps, la pépite elle a grossi avec le mariage, comme je dis, le mariage du siècle avec Traumad. J'avais rencontré Jean Mantéour en 1992, et qui était donc le patron de Traumad, et pour lui dire, Jean, le mariage du siècle en Bretagne, au niveau de la biscuiterie, c'est Traumad et Pont-Aven et Dinan, quoi, les gavottes. Et je dirais qu'on a mis 30 ans, nous, pour justement aller à nos fins. Alors, avec les enfants, je pense qu'il faudrait peut-être des fois plus de 30 ans, voire un siècle, pour arriver à ces fins. Mais je dirais qu'il y a une certaine culture. Moi, je suis surpris, je dirais, d'une part, par Aurélie, qui est une jeune femme de 36 ans, qui a plein de volonté. Et je suis obligé de me mettre en réserve. Et je suis obligé aussi, avec Jérôme, qui a un autre tempérament, de regarder différemment, quoi. Et je pense qu'il faut peut-être beaucoup d'humilité avec ces enfants, c'est-à-dire ne pas arriver en prérequis, mais plutôt à être à l'écoute et essayer de les accompagner lorsqu'ils le demandent, et non pas anticiper comme dans le business, parce que dans le business, il faut anticiper pour gagner. Là, il faut faire l'inverse. Il faut se mettre en retrait et user de beaucoup de patience. Alors anticiper et être visionnaire aussi, parce que lorsque vous sortez les gavottes au chocolat, ça peut paraître sympa comme idée, mais ça fait un carton tout de suite. Alors, Stéphane, ce qu'il faut savoir, c'est que les gavottes au chocolat ont été inventées en 1978, 78-80. Moi, nous sommes arrivés en fin 90, et en fin 90, les gavottes, c'était à peu près 500 tonnes, et sur 500 tonnes de gavottes, une gavotte pèse 5,24 grammes pour mémoire, fait 6/10 de millimètre d'épaisseur, il n'y avait que 50 tonnes de gavottes au chocolat. Et aujourd'hui, on fabrique, je dirais, grosso modo, plus de 5000 tonnes de gavottes, donc on a multiplié par 10 en l'espace de 30 ans, et les 50 tonnes de gavottes chocolat sont passées à plus de 2000 tonnes. Et bien nous en est pris, parce que ce sont les gavottes au chocolat qui s'exportent. Et je crois qu'au départ, pour en revenir au départ, quand je disais au niveau des États-Unis, j'étais parti avec mon idée de vente de la gavotte, mais voilà, ils n'attendaient pas de la gavotte, puisque aux États-Unis, on vend peut-être, j'irais aller 100 000 ou 200 000 paquets de gavotte pour 2 millions de boîtes de gavotte aux États-Unis. Et c'est comme un Asiatique. La première fois que j'ai vu un Japonais manger une gavotte, j'étais tétanisé. Il a ouvert le papier en alu, et ils ont cassé la gavotte en deux, et ce qui a fait beaucoup de miettes. Alors, ce qui est une catastrophe pour un Asiatique. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse à faire, c'est décliner les parfums de gavotte chocolat. Alors, il y a des tas d'idées, et je pense que les équipes qui sont en place vont nous réserver de belles choses. Travail ardemment. Il faut. Nouvelle question, Eric. Oui, Christian, il y a peut-être une chose que le grand public ne sait pas, c'est que tu es un dirigeant très impliqué dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et tu as notamment mis en place DRO Bretagne, dirigeant responsable de l'Ouest, dont tu as présidé le groupe jusqu'à très récemment. Au sein du groupe Galapagos, tu as fait que le groupe a signé le pacte mondial des Nations Unies, Global Compact, et tu pourras peut-être nous détailler rapidement ce que c'est. Et puis, dans ton métier, tu as beaucoup milité pour des filières responsables, notamment 100% des œufs issus de poules élevées en plein air en Bretagne. Je crois que tu as été le premier acheteur de blé bio à un moment donné en France. Enfin, tu es quelqu'un qui a des valeurs et qui est impliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette notion de responsabilité sociétale de l'entreprise que tu appliques à ton groupe est important pour toi, et pourquoi ça fait sens aujourd'hui? Alors, je dirais, en quelque sorte, c'est venu, je dirais, involontairement ou naturellement. L'idée du nom Galapagos a quelque chose de très significatif, c'est-à-dire que les Galapagos, c'est un rêve. C'est, tout à l'heure, je disais, c'est spécificité de faune, de flore, d'espèces. Je reviens toujours, j'explique aussi que Darwin avait 21 ans quand il est parti sur le bateau qui l'a emmené
qui s'appelait le Beagle, avec le capitaine qui avait 26 ans, qui s'appelait Fitzroy. Et donc, je dirais, nous, ça s'est construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, je suis parti du principe qu'on ne serait jamais champion du monde de saut à la perche. 6,17 m à l'heure actuelle, 20 ans, c'est un très bel exemple. Non, vu les moyens qu'on avait, il fallait être, je ne vais pas dire être original, mais être terre à terre. Et donc, toute notre... Je pense qu'on a commencé à faire de la RSE dans les années, je dirais, 94-95, parce que, je dirais, si on se rappelle bien, c'était une période qui, au niveau économique, était quand même relativement très, très, très noire, très difficile. Et il fallait expliquer aux gens à l'intérieur pourquoi, où on allait, comment on voulait le faire. Et après, on s'est aperçu aussi que l'économie étant, on a des clients qui sont de la grande distribution et qui ont leur méthodologie, leurs principes de négociation qui font que si on s'engouffrait, nous, dans cette direction, on ne pouvait pas résister et survivre longtemps. Donc, on est parti sur le principe d'être nature, d'être nous, de savoir partager un petit peu le résultat, le bénéfice. Je dirais qu'on a la participation, l'intéressement. Tu as parlé du blé dur bio et c'est sûr qu'on a contractualisé avec les agriculteurs en amont, c'est-à-dire qu'on achète 3 ans pour 3 ans et on partage un petit peu la valeur ajoutée. Et je dirais au niveau du consommateur, c'est aussi le fait de dire, bon, écoutez, nous, voilà, on est un tout petit au niveau mondial. On pèse, je dirais, au niveau de la France, allez, 2-3% de part de marché, allez, 2% de part de marché de biscuiterie. Mais au niveau du monde, on n'est rien. Par contre, je pense qu'on a un acquis qui est exceptionnel à l'heure actuelle en France, c'est-à-dire que nos agriculteurs, je dirais, il faut absolument qu'on les défende, qu'on les mette en avant. On ne peut pas les laisser comme ça au bord de la route, parce que je dirais que c'est un drame, je dirais que c'est inconvenant. Et on doit, je dirais, de toute façon, pour gagner, moi je pars du principe qu'il faut partager. Il faut tendre la main. Et à 2, on est beaucoup plus fort, ou à 3, on est beaucoup plus fort. Donc ça veut dire réfléchir avec nos partenaires industriels, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et puis en même temps, savoir que nous, il faut qu'on soit créateur de valeur et des valeurs. Voilà. On sait aussi votre engagement, Christian, parce que vous ne comptez pas votre temps aussi pour tirer vers le haut l'économie aussi de votre territoire. C'est ce qui vous a conduit aussi à prendre la présidence, entre autres, du réseau Entreprendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Je crois qu'il faut des locomotives aussi pour tirer vers le haut. Oui, alors, là, je me suis fait un peu piéger, hein. Je le dis gentiment, parce qu'on est venu me voir en me disant « Tiens, Christian, ça serait bien que vous veniez, président du réseau Entreprendre. » Alors, j'ai demandé s'il y avait beaucoup de choses à faire. On m'a dit « Non, il n'y a pas grand-chose à faire. » Donc, j'ai dit « Parce que je suis quand même un petit peu occupé. » Et finalement, j'aurais bien m'en appris de répondre favorablement. Et ce que je m'aperçois, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Là, on a une communauté, je dirais, d'entrepreneurs qui sont là, 390 membres. Je dirais 90 accompagnateurs qu'il faut qu'on mette en avant parce qu'ils sont là, ils assistent les jeunes entrepreneurs ou les moins jeunes entrepreneurs. Et je pense, alors là je fais un appel, c'est-à-dire qu'on est venu me voir pour que les ETI accompagnent un petit peu plus les PME. Parce que aussi là, on démarre généralement. Moi j'ai démarré tout petit. La première fois que j'ai vu... un jour, je suis rentré à la maison et j'ai dit à Marie, j'ai dit, tu vas quitter ton travail, tu vas venir travailler avec moi, quoi. Et on va faire quelque chose. Donc, on est parti à 2 et on a grossi. Les Gavottes, on était 48, maintenant on est 700. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui peuvent faire pareil, qui peuvent faire même mieux. Mais simplement, on est dans un système économique qui est très difficile. Et je pense que d'être accompagné, de pouvoir tendre la main, encore une fois, c'est quelque chose de très, très volontaire, mais il le faut. Et la Bretagne est quelque chose, au niveau du réseau Entreprendre, moi je suis fier de le représenter parce que ce qui a été fait depuis 2002 ou 2003, on est un des premiers réseaux de France. Alors je ne vais pas dire qu'on est le premier, on va jouer l'humilité, on est le deuxième. Alors on va faire un tour d'horizon en essayant de calibrer à 1 minute, questions et réponses comprises. Hervé. Allez, rapidement. Derrière également la Gavotte et derrière toi, il y a aussi Alpina. Donc 2 questions rapides. Est-ce que c'est en goûtant les Crozet en Savoie que tu t'es dit ça, je veux l'acheter? Et la deuxième chose, c'est quoi le lien entre les pâtes savoyardes et la Gavotte bretonne? Alors, on est toujours rêveur et tout à l'heure je répondais par rapport à la transmission, par rapport aux enfants et je me suis dit j'ai 2 enfants, je vais essayer d'en mettre un d'un côté, un de l'autre.
Et je dirais que c'est une histoire aussi d'amitié. Alors donc l'erreur, c'est d'avoir pensé que je pourrais mettre un ou une en Savoie et l'autre en Bretagne. Mais l'histoire de l'amitié, c'est parti d'un ami qui est à Chambéry, qui m'a fait rencontrer les gens d'Alpina. Et je me suis dit, mais comment ont-ils fait pour mener à mal cette entreprise? Et je suis parti un petit peu avec mon utopie de dire, bon, on va la redresser, et on est parti. Et ouais, on a joué les trublions au niveau national en rachetant une usine de pâtes. Mais bien nous en a pris parce que finalement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le paysage. Et là, on parle du bio, on parle des agriculteurs et on est vraiment dans le top. Voilà, et vous êtes en phase aussi avec vous-même. Maurice. Vous avez eu l'honneur de l'Élysée. Et est-ce que tous les chefs d'entreprise mesurent l'honneur, le plaisir, la chance d'être chef d'entreprise en Bretagne? Je ne sais pas si vous tweetez, si vous avez soutenu l'emoji braise, plus de 330 000 soutiens, j'en ai fait quelques-uns. Est-ce que c'est quoi la chance de la Bretagne? Est-ce que les chefs d'entreprise mesurent à quel point on a une chance inouïe de vivre ici avec ses talents, avec ses savoir-faire, avec cette énergie pour le travail et pour voir loin, ensemble? Alors, la grande force, je dirais, du monde dans lequel j'appartiens, donc on va dire des entrepreneurs bretons, leur grande force, c'est de savoir courber le dos quand ça va mal, de savoir d'être solidaire, je dirais, pour aller plus loin, et d'avoir beaucoup d'humilité dans ce qu'on fait tous les jours. Voilà. Et de partir toujours gagnant en disant on va y arriver. Laure. Vous avez dit que pour l'instant, vous ne pesiez rien à l'international. Donc, quelles sont vos ambitions en fait, de développement? Alors, non, j'ai dit qu'au niveau national, on pesait un tout petit poids de marché par rapport aux grandes compagnies, on va dire, de biscuits. Non, on m'a souvent posé la question en disant quand est-ce qu'on va faire une usine de gavottes aux États-Unis? Et j'ai toujours dit, tant que je serai là, il n'y aurait pas d'usine aux États-Unis. Et la preuve, c'est qu'on a construit une nouvelle usine, je dirais, il y a 3 ans à Dinan. Et moi, je l'appelle le Fort Knox de Gavotte, c'est-à-dire que nous faisons venir nos étrangers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on distribue, il y a à peu près 3 à 4 Gavottes sur 10 qui sont vendus à travers le monde. On fait venir nos clients étrangers à Dinan, on leur fait visiter Saint-Malo ou le Mont-Saint-Michel, voire Rennes. Et on en est très fiers. Donc, ce qu'on veut, c'est garder cette spécificité, cette originalité. Alors, bien sûr qu'on a un produit quand même qui se positionne en premium, en haut de gamme. Mais tout à l'heure, on parlait de diversité de chocolat. On a quelques idées, et puis quelques idées qui emmèneront toujours le produit un petit peu plus loin. Donc, on est conquérant tout en respectant aussi les pays dans lesquels on va essayer de vendre notre produit. Éric. Christian, en politique, et rassure-toi, je ne te poserai pas de questions politiques, en politique, on dit souvent que derrière un grand homme politique, il y a souvent son épouse, une femme. Dans beaucoup d'entreprises, belles entreprises bretonnes, je me suis aperçu qu'il y avait aussi une femme derrière. Marie est quelqu'un qui n'aime pas être mise en avant, et pourtant qui a une place extrêmement importante dans la réussite aussi du groupe. Et on connaît bien Monsieur Gavotte. Comment vous avez réussi cette complémentarité? C'est pas simple quand on est deux chefs d'entreprise et tous les deux vous avez un caractère affirmé. Comment vous avez réussi ça? Alors les choses se sont faites peut-être naturellement dès le départ, c'est-à-dire qu'on a chacun notre domaine de compétences. Et ce que tu as dit, c'est parfaitement vrai. Et je crois que... Alors moi, je suis un petit peu utopique. Alors je dis toujours que l'utopique, il met tout en œuvre pour atteindre ses utopies. Et puis, de temps en temps, j'ai Marie qui me ramène un petit peu à la réalité. Et je suis obligé de me remettre à un niveau et je repars de plus belle. Non, ce qui fait qu'il faut s'accepter, il faut respecter ce que chacun fait. Et je pense que le domaine de compétences de Marie, comme je dis, je ne vais pas essayer d'aller voir ce qu'elle fait de la manière qu'elle le fait. Je respecte tout à fait. Et moi, je pars du principe qu'elle prend ses responsabilités, que moi, je prends les miennes. Alors, c'est vrai que moi, je suis un petit peu plus exposé, donc je suis obligé de me justifier un tout petit peu plus. Bon, ça fait partie soit des avantages, soit des inconvénients, mais ça fait partie du jeu. Christian Taccard, il y a encore des combats à mener pour demain. Ce serait lequel pour vous? Qui serait vraiment, pas l'apothéose, mais quelque chose qui vous tient peut-être depuis très longtemps à cœur et que vous avez envie de mener?
Je crois que ce qu'on a à cœur, au fur et à mesure que l'on avance dans la vie, de toute façon, on déplace le curseur. Moi, je dirais que ce qui me gêne à l'heure actuelle, et ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un peu plus de sérénité, de bien vivre en France, ensemble. Parce que moi, j'ai souvent expliqué qu'on représente 1% de la population mondiale. On a des avantages qui ne sont pas possibles par rapport à beaucoup de pays et de populations. Et des fois, je m'y perds, des fois, je ne comprends pas. Ça, c'est le premier point. Donc, beaucoup plus de sérénité pour tout le monde. Maintenant, l'autre côté, c'est que de toute façon, on a un combat. Alors, c'est vrai que là, il est aussi par rapport à notre niveau, par rapport à l'entreprise, mais c'est notre engagement social. De toute façon, tout à l'heure, on a parlé de RSE, c'est l'engagement social et environnemental. Et on doit tout faire, trouver toutes les solutions pour mener à bien, parce que bon, maintenant, moi, j'ai la chance avec Marie d'être grand-père et grand-mère. Ça fait partie des beaux cadeaux de la vie, mais il faut absolument qu'on se batte là-dessus pour essayer quand même de laisser quelque chose qui permette à nos enfants ou nos petits-enfants de vivre ce qu'on vit. Et alors, si je peux me permettre un dernier point, c'est vrai que, Eric l'a dit, je ne fais pas de politique, parce que dans une entreprise, il y a un coup on vote à gauche, un coup on vote à droite, donc il faut être avec tout le monde. Mais il y a des réformes que l'on doit faire. Alors c'est vrai qu'on peut ne pas toutes les partager, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Moi, je suis effaré, alors qui est tout simple. C'est ce qui se passe avec les pompiers à l'heure actuelle. Quand vous passez sur la 4 voies, vous regardez la caserne des pompiers, puis vous voyez toutes ces croix. Ces gens, ils sont à notre disposition, et ils vivent un mal-être qui est incroyable. Et donc, je pense qu'il y a certaines corporations de notre pays qu'il faudrait remettre à plat pour que ces gens-là qui nous accompagnent dans la difficulté vivent correctement ou vivent leur métier avec passion. En tout cas, merci de parler avec toujours autant de passion de votre métier, et puis surtout le regard très périphérique que vous avez aussi sur la vie de tous les jours. Il est une tradition, c'est de demander aux membres du TVR Business Club BPGO de donner une note. C'est un indice de morale, ça se situe entre 1 et 20. Vous placeriez le curseur où ce mois-ci, Christian ? Pour qui ? Ah ben pour vous, pour vos affaires, pour le climat ambiant. Écoutez, note économique. Note économique. Vous me posez une colle là. J'ai pu répondre à toutes les questions là. Je suis obligé. On va regarder, et puis vous me direz si vous seriez dans cette moyenne. 13,85. Alors, ce serait conforme ? Moi, je suis un optimiste de nature. Donc, ce serait un petit peu plus haut. Voilà, tout à fait. Restez encore quelques secondes avec nous, Christian Taccard. Je vous demande d'accueillir à présent Claire Griot, qui va venir nous rejoindre de la rédaction de TVR. Bonsoir Claire, venez nous rejoindre, car avec vous, c'est l'occasion aussi de parler de ces reportages de notre terre d'innovation. En effet, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Chaque mois dans le TVR Business Club, nous mettons en avant l'artisanat avec le président de la Chambre de métier de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine, Philippe Plantin. Pour ce mois de février, nous avons suivi Philippe Plantin à l'entreprise Kolb Décoration à Assigné. Il nous parle de l'action de la CMA Bretagne en partenariat avec le Conseil régional et l'ADEME Bretagne dans la collecte des déchets dangereux en proposant aux artisans des tarifs préférentiels. On regarde. Savez-vous que les entreprises artisanales sont très impliquées dans la préservation de l'environnement, et particulièrement dans la collecte et le traitement des déchets? Sous l'impulsion des chambres de métier, les sujets d'écologie prennent vie au travers du label Écodéfi, qui valorise les entreprises qui mettent en place des actions concrètes en faveur de l'environnement. Et cela concerne toutes les filières de l'artisanat. La récupération des huiles en mécanique, le tri sélectif des matériaux, l'anti-gaspillage alimentaire et le traitement des produits chimiques. Alors je ne vais pas vous faire un dessin, je vais vous parler de l'entreprise Kolb, experte en décoration d'intérieur et ravalement de façade depuis près de 40 ans. Nous sommes ici au showroom d'Assigné, source d'inspiration pour découvrir les ambiances les plus tendances. Concernant le traitement des déchets, l'entreprise Kolb est rentrée depuis 2016 dans le dispositif
coup de balai sur vos déchets dangereux proposé par le réseau des métiers. Toutes les entreprises de l'artisanat qui le souhaitent peuvent rejoindre ce dispositif en s'inscrivant en ligne sur le site internet où toutes les informations sont disponibles. Vous souhaitez, vous aussi, être acteur de l'environnement et garder les pieds sur terre? Alors soyez concret et rejoignez l'artisanat. Voilà cette terre d'innovation au regard de l'artisanat. Merci beaucoup Claire, on se retrouvera en fin d'émission pour vos 3 dates à ne pas manquer. J'aimerais que l'on applaudisse encore très fort Christian Taccard. Merci. Le président de Galapagos, vous allez pouvoir regagner eh bien, le public, car nous allons arriver à présent à la deuxième partie de cette émission, au deuxième temps. Je vous en parlais au tout début. Autre fleuron de notre économie, création 1970. Là également, il s'agit d'un couple qui était réellement visionnaire, Monique et Joël Renaud, pour créer Deltador. Je vous demande d'accueillir Frédéric Kurjian, le directeur général de Deltador. Frédéric. Merci beaucoup Frédéric de parler là encore d'une très très belle histoire qui a démarré en 1970, entreprise spécialisée dans la sous-traitance électronique et les télécommunications dans le domaine du génie énergétique. On va voir tout ceci avec vous. Avant cela, même question qu'à Christian Taccard pour démarrer cet échange. De Domalin à l'Élysée, il a fallu quelques années, mais lorsque l'on vient montrer son faire-savoir et son savoir-faire, il y a une fierté quand même, là aussi, pour les 860 personnes de votre groupe? Oui, une fierté énorme qui a commencé effectivement dès qu'on a été confirmé comme étant une des 120 entreprises choisies pour représenter à l'Élysée. Surtout que ça venait juste après un coup d'éclat qu'on a fait également au CES à Las Vegas, parce que nous sommes dans le métier des objets connectés et nous sommes présents à Las Vegas, où nous avons lancé une première mondiale qui est la douche connectée et la douche qui est toujours disponible avec de l'eau chaude en quantité juste suffisante pour les usages de la famille. Et dès notre retour, on a été accueillis à l'Élysée, ce qui était effectivement une confirmation de toute l'innovation qui est véhiculée par cette entreprise, qui est créée depuis 1970, effectivement, et le génie et le talent infini de Joël Renaud et de Monique Renaud. Voilà, pour ce groupe de 860 personnes, on vous l'a dit, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va démarrer avec une de vos questions, mais on peut être fier dans ce TVR BPGO Business Club parce que ce chemin en direction de l'Élysée s'est passé ici. Maurice, vous allez en parler aussi parce que tous les deux, avec Maurice, il y avait Madame la préfète de région qui était l'invitée il y a quelques mois, et voilà que l'idée cheminait d'avoir des fleurons pour les amener à l'Élysée. Ça s'est passé ici, chez vous, durant cette émission. Oui, il faut oublier aussi ce qui se passe ici, sauf pour Deltador. Parce qu'ici, tout l'immeuble, 14 000 m² ici, à Saint-Grégoire, est équipé par Deltador. Peu importe l'initiative, finalement, peu importe le lieu, peu importe, c'est l'énergie qui compte et l'impulsion que les uns et les autres donnent, c'est ça qui compte. Il faut oublier les personnes parfois et on est reconnaissant aussi à Madame la préfète, évidemment, pour ce type d'initiative. Deltador, c'est 150 millions de chiffre d'affaires. Moi, je suis un vieux, donc je pense que quand on fait 152 millions, on a passé le milliard de francs de chiffre d'affaires. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est sensationnel. Ça, oui. Et on vient de voir Galapagos, on a passé le milliard aussi. Donc c'est magique. Et c'est une histoire absolument sensationnelle. Présente au CES de Las Vegas avec un énorme stand. Qu'est-ce que ça apporte d'être au CES de Las Vegas ? Ça nous donne déjà... le CES, c'est quand même très compétitif. On y est parce qu'on innove, on y est parce qu'on a quelque chose, une histoire différente à raconter. Et là, on a, je crois, fait preuve de... Moi, je ne croyais pas quand j'ai vu ce projet pour la première fois. Je conseillais à l'époque Deltador. On avait 9 mois pour être prêt pour le CES. Les équipes se sont données à fond. Il y a une équipe extrêmement soudée.
Et le produit qu'on a présenté a été reconnu comme étant très innovant parce que très différent de ce qui se présentait au CES. J'ai moi-même pratiqué dans une vie antérieure le CES. J'y étais présent, je crois, une dizaine de fois. Et à chaque fois, il y a un mouvement d'innovation, d'industrie, de nouveauté qui démarre au CES, effectivement. Et les entreprises françaises sont bien représentées, sont même très bien représentées depuis toujours. C'est la deuxième délégation après les Américains, quand même, ce qui est assez frappant. Et cette année, avoir Delta d'Or présent avec ce stand que vous avez pu voir, moi je ne l'ai pas vu, je l'ai vu seulement en film, parce que je n'y étais pas, est une grande fierté, effectivement. Hervé. Allez, moi je suis moins timide que Maurice et je vais vous raconter un peu les coulisses, comment ça s'est passé avec Madame la Préfète, qui nous dit, écoutez, voilà, j'ai une commande de l'Élysée, et pour vous, en fait, on nous a posé la question, quelles sont les entreprises qui vous paraissent les plus représentatives du territoire? Et spontanément, on a cité au moins 2 noms, on en a rajouté un 3e, mais c'était spontanément Delta d'Or et spontanément, en fait, les Gavottes. C'était évident, donc on lui a soufflé un peu dans l'oreille. On est fiers, vraiment très fiers, que le résultat soit celui-là et que ces 2 entreprises aient fait le chemin de l'Élysée. Ma question, elle est un peu sur le passé. On est passé de 110 avec Joël Renaud à aujourd'hui. Les produits de la domotique ont totalement changé. L'entreprise a été visionnaire, elle s'est reconvertie, elle a évolué dans ses produits parce que ce n'était pas tout à fait ça au départ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette reconversion? Et puis, la domotique, vers quoi on va aller? Alors, c'est une question tout à fait intéressante parce qu'en même temps qu'on présentait Onsen, le produit phare à Las Vegas, on s'attendait à ce que l'Élysée nous invite avec ce produit-là. Et ils ont choisi un de nos thermostats. Les thermostats, nous en avons une certaine quantité au catalogue de 1000 produits que présente Delta d'Or. Mais j'assistais il y a 3 jours à une revue des produits, puisqu'on renouvelle parfois les produits, et on était en train de renouveler un produit qui avait été lancé en 1998 et dont les composants dont le produit n'avait pas changé depuis 1998. Donc on sait aussi faire des produits qui ont une durée de vie extrêmement longue, non seulement en termes de fabrication et commercialisation, mais aussi chez nos clients, la durée moyenne de vie d'un produit Delta d'Or, c'est 25 ans. On reste dans la famille, dans la maison pendant 20-25 ans, ce qui, tout à l'heure on parlera peut-être d'environnement, a un impact environnemental extrêmement important. Ce qui s'est passé pendant toute cette période-là, c'est que Joël Renaud, que je vois encore très régulièrement venir visiter, il connaît évidemment tout le monde au siège, et on passe des heures à discuter, il me raconte un petit peu ce qui s'est passé, il nous raconte souvent comment ça s'est fait. C'est un inventeur qui est absolument infatigable. Même aujourd'hui, il a 85 ans, il ne cesse d'inventer chaque jour et de venir nous voir en disant « Et qu'est-ce que tu penses, Frédéric, si on pouvait faire ça? Et qu'est-ce que tu penses, Pascal, si on pouvait partir dans cette direction-là » C'est un inventeur. Voilà, son cerveau n'arrête pas d'inventer. Et voilà ce qui s'est passé. Donc il est parti sur les délesteurs, puis après il a quasiment inventé un des premiers micro-ordinateurs, il a son nom attaché à toute une série d'innovations, et il a lancé le mot domotique. C'est un petit peu son invention aussi. Il a été le premier à avoir inventé, vous savez, les téléphones, enfin vous téléphoniez dans votre maison à une chaudière pour qu'elle se mette à chauffer la maison. Le système, c'était lui qui l'avait inventé. Le CPL, le courant porteur, c'est un des sujets sur lesquels il a travaillé. Il l'a quasiment lancé et ça ne cesse pas. Et c'est ainsi, on est toujours sur la brèche le plus en avant possible dans la créativité. Et à cette période-là, on parlait de la maison du futur. Et on voit que le futur, on y touche du doigt aujourd'hui. Oui, mais il y aura un autre futur demain et un autre futur encore après-demain. Le futur ne cesse jamais d'être là. Il faut toujours aller de l'avant. Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto. Alors, justement, dans le prolongement de la question d'Hervé Lejeune, quelle est votre vision au niveau technologique de la maison de demain? On va vivre dans quel monde? C'est quoi l'habitat de demain hyper connecté? C'est quoi les innovations en termes d'IoT? Excellente question. La maison de mes rêves, c'est une maison d'aujourd'hui, en fait. C'est une maison en pierre qui est, j'espère, aménagée d'ailleurs bientôt, puisque je déménage actuellement de Paris en Bretagne, qui profite des extraordinaires paysages qu'il y a ici. La maison de demain sera extrêmement économe en énergie, tout en apportant le confort,
Est-ce qu'on est dans l'hyper-personnalisation, par exemple, en fonction de l'usager, de l'habitant? Absolument. Il y a une personnalisation très forte. Aujourd'hui, les projets sur lesquels on travaille ont de la programmation, et ces programmations sont elles-mêmes programmable, c'est-à-dire chaque utilisateur peut dire moi je veux que ça se passe comme ça. Je vous ai parlé du produit Onsen qui est la gestion de l'eau chaude sanitaire pour la douche. Ce produit-là sera personnalisé, c'est-à-dire qu'il apprendra les habitudes de la famille et pour chaque membre de la famille mettra à disposition la quantité d'eau qui est consommée par les différents membres de la famille à l'heure à laquelle ils ont l'habitude de prendre leur douche et ne chauffera pas 1 gramme ou 1 litre d'eau supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Donc la personnalisation sera très forte et elle sera sécurisée. Le facteur sécurité est aussi un facteur qui aujourd'hui augmente. Et ces 3 pôles-là, sécurité, automatisation et énergie, seront interconnectés. Ils le sont déjà aujourd'hui. Nous avons des capteurs, par exemple, d'ouvrants, de fenêtres ouvertes ou de portes ouvertes, qui alerte l'utilisateur sur son smartphone quand il y a une ouverture qui est laissée. On peut imaginer c'est déjà le cas, que cette information est utilisée immédiatement par le système de chauffage qui peut s'arrêter de chauffer puisqu'il y a une fenêtre qui est ouverte et que ça ne sert à rien de chauffer, voire déclencher ou ne pas déclencher les systèmes de sécurité, d'alarme, de caméra pour voir ce qui se passe et pour alerter éventuellement en cas d'intrusion. Donc automatisation, gestion de l'énergie et sécurité sont fortement connectés. Une question, merci à vous Sophie Pellier, vous êtes directrice générale du Centre de réadaptation Patifro et ancienne présidente du CJD Rennes. Une question à notre nouvel invité. Alors Frédéric, je sais que vous avez un parcours qui est long, de l'Arménie à la France, à Paris, où vous avez exercé, je crois, chez Thomson, si je ne me trompe pas. Puis en tant que consultant, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris le pari de cette aventure avec Delta D'Or, parce que je crois que c'est aussi une période de transformation pour cette entreprise. Alors, je suis né au Liban. Je suis arménien d'origine, mais né au Liban. Effectivement, c'est un coup de foudre totalement improbable qui s'est passé l'année dernière, parce que je suis très, très, très récent chez Delta D'Or. J'avais donc exercé dans les services, puis dans l'industrie avec Thomson. Puis j'avais créé ma propre entreprise de conseil. J'ai conseillé un petit peu Delta D'Or, puis ils m'ont proposé de rejoindre le directoire en tant que directeur général. Et j'ai dit oui, alors que ça voulait dire que je déménageais de Paris pour venir en Bretagne, alors que j'ai vécu depuis 40 ans à Paris avec une petite interruption de quelques années aux États-Unis. Ça voulait dire que je redevenais collaborateur d'une entreprise, non plus seul chef de mon entreprise. C'est juste l'histoire qui est extraordinaire. Faire de l'électronique en France, puisqu'on produit tout en France. Et moi, j'ai assisté, j'ai même été un acteur par moment du fait que toute l'électronique a été transférée progressivement vers l'Extrême-Orient. D'abord depuis la France vers les pays de l'Est pour les productions qui avaient lieu en France. Et puis aux États-Unis, le mouvement, c'était les États-Unis vers le Mexique, vers l'Amérique latine, et au final vers l'Extrême-Orient, vers la Chine. Et naturellement, dans ma tête, l'électronique ne pouvait se faire qu'en Extrême-Orient. Et j'arrive chez Delta D'Or, et mon premier rendez-vous, je rentre au siège, et le siège est dans l'usine, et vous voyez là des robots. 14 robots pour 200 ouvriers à peu près, qui sont en train de travailler nuit et jour à faire de l'électronique. Et là, j'avais dit à Pascal Portelli, le président du directeur, mais tu es complètement fou, ça ne se fait pas, ton modèle ne marchera pas. Eh bien si, il marche, nous sommes compétitifs, nous inventons, nous avons de l'innovation, nous donnons le pion évidemment à beaucoup de nos concurrents, et nous arrivons à être compétitifs, tout à fait capables de faire ça. Et c'est ça qui a été le déclencheur. Et c'est très vertueux aussi au niveau de l'empreinte carbone. Vous nous expliquiez aussi en préparant cet entretien que si on ouvre un boîtier qui vient de très loin, il va y avoir 20-25 vis. Vous, il y en a... Voilà, donc il n'y en a quasiment pas. Dans le design des produits, dans la conception des produits, donc il y a une préoccupation qui est que le produit soit assemblable le plus facilement possible, avec le moins de temps d'assemblage. Donc nous fabriquons tout, la carte, l'essentiel, et puis tout le packaging autour.
Et pour ça, il faut que le design soit fait de telle sorte que, à la production, l'assemblage soit facilité, pour éviter évidemment d'une part de perdre du temps à l'assemblage, ce qui n'est pas une préoccupation pour les usines chinoises, et d'autre part de pouvoir rapidement avoir les composants nécessaires et les robotiser. Parce que la robotisation est importante. Alors, juste un point sur la robotisation. Dans le monde, le pays le plus robotisé, c'est la Corée du Sud, avec un robot pour à peu près 2 fois plus de robots qu'en Allemagne ou au Japon, 4 à 5 fois plus qu'en France, et 6 à 7 fois plus qu'en Chine. Ben, nous, Delta d'Or, on a le même taux de robotisation que la Corée. 14 robots pour 200 ouvriers productifs, c'est donc 7%, et c'est ce que fait la Corée du Sud. Et c'est à ce prix-là qu'on reste compétitif, c'est une de nos contributions, c'est une des grandes volontés de la famille Renault qui était d'être toujours présent dans le terroir en France à bonne main, et d'employer d'avoir une usine ultra moderne et ultra bien équipée qui fait de la production locale. On garde le même tempo, questions-réponses en 1 minute. Oh là, ça va être rapide. Très bon lien. Ce n'est pas Marie-Laure Collet d'Avaca qui va me contredire. Beaucoup d'entreprises ont des difficultés pour le recruter. Est-ce que vous êtes dans la même situation? Est-ce que vous avez du mal à trouver des collaborateurs? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les sensibiliser, les faire venir à Domalin, près de Dole de Bretagne? Alors, c'est une bonne question. C'est moins facile pour nous de recruter des ingénieurs logiciels, par exemple, parce que notre métier se transforme de plus en plus en un métier de logiciel, que de recruter que si on était présent à Rennes ou à Paris ou dans les villes, dans les grandes villes. Donc la douceur de vivre est extraordinaire à Bonne-Main, je peux vous l'assurer, moi qui ai vécu dans le centre de Paris pendant 40 ans et qui migre ici. Donc je suis prêt à aller voir tous les candidats pour leur dire qu'il fait bon vivre à Bonne-Main. Il fait bon, quand on prend son plateau au restaurant d'entreprise, de voir des vaches venir juste à côté, séparées juste par une vitre, parce qu'on est en plein champ. On est vraiment en plein champ. Voilà, on essaie d'attirer. Cela dit, on a pris des locaux à Rennes pour arriver à avoir des personnes qui sont plus facilement mobiles quand il faut prendre le train. Si on pouvait demander à la préfète, je ne sais pas si c'est la préfète qui décide de ça, d'avoir un arrêt TGV à Bonne-Main, ce serait vraiment parfait. Ça va être un peu compliqué. Maurice. Enfin, c'est quand même le cœur du sujet, parce que chez Delta d'Or, il y a tout, absolument tout, pour avoir l'ingénierie en France, quelques-uns, et la production ailleurs. Un coup en Afrique du Nord, en Europe centrale, évidemment en Asie. Il y avait tout pour qu'il n'y ait plus cette énergie de production en France. La chance de la Bretagne, la chance de la France, c'est quoi? Parce que vu de Delta d'Or, franchement, c'est étonnant qu'on soit resté producteur en France. Et c'est la magie. Mais en même temps, il y a une histoire, pas à pas, qui est racontée pour supporter tout ce qu'on supporte en France, aussi en tant que chef d'entreprise. Delta d'Or, aujourd'hui, c'est fabriqué. Alors, on fait 5 millions de produits par an, à peu près. 5 millions d'unités de référence. Et on équipe 5 millions de maisons. Et sans vouloir réduire à la BPO à plus simple expression, on a 10 000 bâtiments comme ça qui sont équipés par Delta d'Or. Qu'est-ce qui fait qu'on reste en France? On arrive avec cette infrastructure de robotisation qu'on a, qui est très importante, et de l'ingénierie industrielle très forte, à produire des produits en quelques centaines d'unités. Et on a des références qui vont en plusieurs millions d'unités par an. Et cette agilité qui fait qu'on peut faire à la fois du petit artisanat et de la grosse industrie de masse, c'est ça le secret. Et c'est une équation, encore une fois, que je trouvais improbable jusqu'au moment où je suis arrivé ici, chez Delta d'Or, et je me suis rendu compte que les équipes qui étaient là l'avaient réalisé, ce rêve, cette magie. Valérie. On a bien compris que vous aviez un engagement fort en termes de RSE, puisque vous travaillez en France et que vous êtes bien installé dans votre campagne. Est-ce que vous avez par ailleurs d'autres chantiers sur l'éco-conception, sur l'éco-construction au niveau de votre produit? Quelles sont vos réflexions à ce niveau-là? Alors, la première des choses que j'ai faites depuis donc 5 mois que je suis dans l'entreprise, c'est que la personne qui anime toute cette réflexion-là et toutes les actions comme ça me rapporte en direct.
Ce n'est pas souvent dans beaucoup d'entreprises, ce sont des postes ou occupés ou bien mis un petit peu dans le placard. Là, j'ai préféré donner un petit peu le coup de projecteur, et la personne qui est là est chargée d'animer tous les projets de transformation qui peuvent nous propulser un peu plus vers le RSE. Les exemples que j'ai cités, dans le design qui contribue beaucoup à ça, le fait qu'on a une proximité très forte entre les composants et l'usine fait qu'on a une empreinte carbone qui est extrêmement faible, puisqu'on ne fait pas venir par container entier, par bateau ou par avion des équipements entiers, on fait venir juste les bandes de composants dont on a besoin. Et un autre exemple qui est absolument extraordinaire aussi, parce que ça s'est passé à partir du moment où je rejoignais Delta d'Or, c'est qu'on a lancé le télétravail. Alors le télétravail, c'était un projet qui n'était pas évident, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que les gens sont tous colocalisés, et on n'avait pas toujours les moyens informatiques et télécoms d'ailleurs pour y arriver. On a fini par les mettre en place, et en 6 mois, là, sur 2019, on a eu quelques mois, je crois 4-5 mois de tests et 4-5 mois de déploiement opérationnel. On vient de faire le calcul, on a économisé plus de 220 000 kilomètres. Alors moi, quand j'étais jeune, les voitures étaient faites pour tenir 100 000 km. 220 000 km, c'est donc l'équivalent de 2 voitures et de toute sa consommation carbone, évidemment, pendant la durée de vie de 2 voitures. Et ça, pour une petite entreprise, une toute petite entreprise. Imaginez si en France, tout le monde se mettait à économiser 2 voitures pour 800 salariés, 600 cadres et 200 productifs, le nombre des kilomètres qu'on économiserait. La dernière question, Sophie, très rapidement. Alors Delta d'Or est très présente en Bretagne, également sur le territoire national. C'est quoi la stratégie à l'international de Delta d'Or ? La stratégie pour ? À l'international. Alors, l'international, déjà, c'était un long sujet, c'est un très très grand sujet. L'international, c'est pas un pays, c'est pas un autre pays que la France, c'est une multitude de pays. Donc il n'y a pas de stratégie à l'international, et on s'aperçoit très vite que les réglementations, l'accès au marché, le recrutement des personnes n'est pas la même en Allemagne, en Espagne qu'en France. Donc l'international, c'est un ensemble de stratégies avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Donc on est extrêmement prudent et modeste pour ça. Joël Renaud avait à un moment donné eu des ambitions d'aller aux États-Unis aussi, comme les Gavottes. Et il avait voulu le faire en passant par le Canada, et notamment le Canada francophone. Donc on avait démarré avec Montréal. Mauvais calcul. Quand on veut partir à l'international, il faut partir avec la langue du pays, ou il faut partir au moins avec l'anglais. Je sais que je vais faire beaucoup de mal à ça, mais moi j'ai choisi le français parce que c'était mon choix. Mais il faut, pour s'aider à mieux être internationaux, il faut déjà arriver à maîtriser correctement l'anglais, choisir les pays, choisir les canaux, choisir les produits. Et ça ne se fait pas en étant dans une tour d'ivoire quelque part en France. Donc on a plusieurs stratégies. On est assez bon en Espagne en distribution grand public et installateur comme on l'est en France. On est très bon en Allemagne avec des grands comptes. L'Allemagne est un pays de grands comptes. On commence à démarrer en Italie où les demandes sont plutôt sécurité que gestion de l'énergie. Voilà, et c'est un patchwork de stratégies qu'on a, et on envoie nos meilleures personnes, les plus capables. On a envoyé récemment un de nos meilleurs commerciaux en Norvège ouvrir une filiale en Norvège, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Voilà, toujours ce côté visionnaire aussi chez Delta d'Or. Merci en tout cas aux questions des chroniqueurs. Vous restez encore quelques petites minutes avec nous. Nous allons juste accueillir maintenant le Save the Date, et c'est avec Claire Griot. Pour le retour de Claire, pour démarrer ces 3 dates très importantes, les semaines des réseaux qui vont fêter leur 7e édition. Portées par la CCI Ille-et-Vilaine, les semaines des réseaux fédèrent les clubs d'entreprise autour d'animations organisées jusqu'au vendredi 21 février 2020. Les entreprises du département pourront ainsi participer gratuitement à l'une des 33 manifestations
Conférences, interventions d'experts ou visites d'entreprises qui se succéderont pendant 3 semaines. L'objectif est de découvrir le dynamisme, le rôle et l'action spécifique de chacun des réseaux dans le paysage local et de mieux identifier le ou les réseaux qui vous feront progresser. Infos et programmes complets sur le site de la CCI 35. On va poursuivre avec vous, Claire, avec le 13e congrès international du GROUTE 2020. Le groupement de recherche universitaire sur les techniques de traitement et d'épuration des eaux se tiendra du 18 au 20 février 2020 à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Parmi les thèmes abordés, adaptation des filières de traitement des eaux et des agro-industries aux problématiques émergentes, nouvelles méthodes d'analyse et de suivi ou le numérique au service de l'eau. Vous avez souhaité terminer avec une date, le 4 mars prochain, ce sera au Mabilé à Rennes. Alors que le numérique nous semble bénéfique pour l'environnement en dématérialisant l'économie, est-il au rendez-vous des objectifs de diminution du CO2 ? Répondre à cette question, c'est l'objectif de l'événement organisé au Mabilé le 4 mars de 18h30 à 20h30. Vous repartirez avec des pistes simples et concrètes pour réduire l'impact environnemental de votre activité numérique. Magali Duramé, la fondatrice de la start-up Foodologique, exposera une méthode pour concevoir des services numériques radicalement moins impactants pour l'environnement. Cet événement est gratuit, ouvert à tous. Attention, inscription obligatoire. Merci beaucoup Claire pour ces 3 informations. À ne pas manquer le mot de la fin avec vous, Frédéric Kurgian. Être en Bretagne, penser breton, fabriquer breton, exporter avec toute cette mentalité, vous sentez que c'est reconnu à l'échelle aujourd'hui européenne et peut-être mondiale ? Il y a un savoir-faire ? Il y a encore du travail à faire. Il y a du savoir-faire qui est effectivement reconnu, mais on a à conquérir le monde. Et le monde se conquiert tout le temps. Donc en tant qu'entreprise bretonne, en tant que moi-même bientôt résident et citoyen breton, j'espère que je serai adopté, on va faire cette conquête tous les jours. Eh bien en tout cas, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup Frédéric Kurgian, directeur général de Delta d'Or, et merci également à Christian Taccard pour les Gavottes et pour le groupe Galapagos. Voilà, nous avions souhaité rendre un hommage un petit peu appuyé pour ces 2 entreprises qui ont représenté notre territoire au plus haut niveau national. Merci aux chroniqueurs, merci en tout cas à Maurice, Hervé et toutes celles et ceux qui se sont succédés pour poser la question aux invités. Merci, rendez-vous le mois prochain avec le recteur d'académie. Merci à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.